Eh bien, enchanté tout le monde. Voilà, donc Christophe Urvois, je suis en fait le responsable de la partie Big Return, qui est en fait le département dédié à la data, avec un objectif de pouvoir en effet enrichir, améliorer, optimiser et surtout mettre en place des campagnes data-driven. Comme vous allez le voir, en fait, on est très pointu sur la partie data et on s'est fixé un objectif, en fait, c'est d'amener le plus possible nos clients vers une réflexion poussée en termes de data-driven. Le constat, il est assez simple. Allez, la grande majorité des entreprises, on a les datas visibles et puis on a toutes les datas, en fait, qu'on n'utilise pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Alors ça peut être des datas qui sont emmagasinées sur nos propres outils, mais aussi des datas extérieures. Et en fait, c'est 80 du potentiel de votre data. Et aujourd'hui, et Jean-Marc en parlait, on a tellement d'outils qui sont poussés en termes de digital, en termes de télé, en termes d'affichage, que en fait, la data va prendre de plus en plus de sens. Je vais donner un exemple tout bête. J'ai expliqué ça encore à un client hier en lui disant: «Mais l'avenir, c'est que demain, la grande distribution, elle a les data» et on en voit aujourd'hui les conséquences avec le retail média. Eux, ils ont une capacité à charger ce genre de choses. Eux, aujourd'hui, sont en train de travailler avec les régies médias pour faire que demain, bah, le consommateur de fromage, le consommateur de lait, eh ben, on va pouvoir le cibler et bien le spécifier. Et le pire des acteurs qui va arriver, et c'est déjà le cas aux États-Unis, c'est les banques. Celles qui possèdent le plus de données sur tout le monde, c'est les banques. Et demain, les futures régies seront certainement elles. Et donc, si aujourd'hui, et d'ailleurs, on l'a entendu, hein, Zuckerberg a encore expliqué que les agences de pub n'avaient pas, bien sûr, plus lieu d'être, puisque bah, lui, il avait toutes les datas, toutes les données, il savait tout faire, et que grâce à l'IA, il pouvait faire des créas géniales. Il n'y a pas longtemps, enfin, Qu'ils nous attendent, tiens. ouais, voilà. J'étais en vacances, ça se voit un petit peu à mon teint, et je me suis amusé à suivre la campagne d'un client et en suivant la campagne d'un client sur Meta, c'était absolument génial. Je lui ai fait voir hier, j'ai pris des photos. En 3 minutes, j'ai eu l'ensemble de ses concurrents sur le marché. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, j'ai eu toutes les campagnes de tous les acteurs du marché. C'est sûr que c'est efficace. Et donc voilà, bref, vous allez le voir, l'enrichissement, en fait, c'est quoi? C'est que quand on regarde, vous avez une first party data, que vous avez, j'espère proprement, emmagasinée, avec un respect, des règles et dedans généralement vous avez quoi? Bah, vous avez vos données, de contact, vous avez un peu de socio-démo éventuellement, vous avez tout ce qui est transactionnel, ça c'est très intéressant, et puis toute une série de données, qui sont vraiment spécifiques internes chez vous. L'enrichissement, c'est en fait donner encore plus de sens à ces données. C'est de faire en sorte que grâce à ces données, eh ben, on puisse aller plus loin. On puisse créer des personas beaucoup plus poussés, qu'on puisse créer des audiences plus poussées, et ainsi de suite. Et donc, en fait, grâce à d'autres données, des sortes parties qui ont été créées, emmagasinées, on arrive à faire quoi? Du socio-démo plus précis. Ça veut dire qu'on peut aller à des attitudes beaucoup plus poussées en termes de géolocalisation, style de vie, loisirs, composition du foyer, et ainsi de suite. On a, tout ce qui est, au niveau des attitudes, des comportements, des besoins d'attente. Aujourd'hui, en fait, on a à peu près, en France, 1 200 indicateurs qui sont disponibles, alors mix payé, mix libre, mais qui ont été emmagasinés par des partenaires et grâce à ça, on est capable de faire des segmentations multicritères. On est capable d'avoir une vision beaucoup plus poussée. Alors tout ça, c'est théorique. On va vous l'expliquer. D'ailleurs, on va donner vie, au visuel du livre puisque, c'est de là qu'il vient. C'est qu'en fait, quand on regarde et qu'on segmente complètement le marché, donc 100 de la population, on va retrouver 4 grandes catégories. On a vos clients, on a les intentionnistes, les non-clients, donc c'est ceux qui viennent de temps en temps, qui sont consommateurs sans l'être, qui ont pas été touchés, qui ont pas voilà et puis on a les clients entiers. Les non-clients entiers, vous l'aurez compris, c'est très compliqué d'aller les chercher parce que, bah, forcément, il n'y a pas de matching en termes d'ADN, en termes de beaucoup de critères. Par contre, les intentionnistes et les non-clients qu'on pourrait transformer potentiellement, là, il y a un vrai potentiel. Mais pour ça, il faut savoir qui ils sont et comment on peut le faire? Eh bah, tout simplement en repartant de vos propres clients et on vous l'illustrera, un peu plus tard avec, des cas concrets. Alors, Jean-Marc en a parlé, la donnée, c'est hyper sensible. On peut pas faire ce qu'on veut, et on externalise, on fait ça avec, des documents de protection, voilà, on fait ça pour des grands groupes. Donc on a vraiment l'habitude, d'un point de vue juridique, à faire que la data devienne «anonymisée» entre guillemets, disparaisse et qu'on soit sur quelque chose de pointu. Ce qu'on va voir, c'est qu'ici, heu, en gros, qui se ressemble s'assemble. Vous connaissez l'adage? C'est-à-dire que les gens généralement se regroupent,
à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une rue, dans une zone où ils se sentent à l'aise. On va vivre, on sait que les gens autour de nous sont à peu près dans le même style de vie. Alors, ouais, ils vont pas voir le même film peut-être, mais on est à peu près dans les mêmes canevas et donc du coup, ça nous permet de regrouper, d'avoir une segmentation super pointue. Je pense notamment à des réseaux, je vois dans les personnes qui participent, des gens qui auraient des réseaux, de points de vente concrets. Et bah, là, on va pouvoir en effet aller chasser ce genre de choses, voir si, en effet, où sont les zones de chalandise, quels sont les profils dans les zones de chalandise, est-ce que les magasins sont bien situés, est-ce qu'il n'y a pas d'autres zones de chalandise qui sont qui ressemblent au client type et ainsi de suite. Et donc là, on va pouvoir faire tout un travail à ce niveau-là et en fait, l'idée, c'est que derrière, on a emmagasiné toute une autre batterie de données qui sont des études, des Kantar, des Nielsen, qui sont aussi, des bases de données tierces, c'est-à-dire des acteurs du marché qui collectent de la data pour ensuite les relouer et toutes ces données ont été emmagasinées de manière à derrière faire une segmentation très pointue, une segmentation qui se fait, en une quarantaine, de critères et qui nous permettent d'avoir une vue concrète sur les profils. Ça nous permet de donner un profil consommateur, ça nous permet d'aller plus loin dans le profil consommateur par rapport à ce qu'il dépense. Alors, je ne l'ai pas mis dans les exemples, donc je vais la citer là, c'est très drôle. On vient de le faire pour une ONG, où, en faisant l'analyse sur les 5 dernières années, on lui a isolé à peu près 400 clients qu'on a sortis atypiques, parce que ces 400 clients vivent dans des ghettos ultra riches. Et ces clients ne font que des donations à hauteur de 50 € par an. Et donc du coup, forcément, bah, on a pu les enrichir, les définir et les faire remonter aux clients et on est en train de monter une action justement pour dire, bah, voilà, on va pas leur dire: «Vous vivez à tel endroit, donc forcément vous avez les moyens de nous donner de l'argent», mais on va le tourner d'une manière créative, mais au moins on a un insight et on a une audience qui est très précise. On est capable de faire, un mapping au niveau des consommateurs, de voir, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. On a encore vu il y a pas longtemps pour un client, qui a un réseau de franchises, et sur certaines de ces franchises, c'était très drôle parce que, heu, on a des zones officielles, contractuelles par magasin et hop, on a vu que, derrière il y avait, en fait certains magasins leurs clients ne sont pas du tout dans la zone de chalandise. Donc voilà, on peut identifier ce genre de choses, ce qui permet de recalibrer aussi en termes de communication, de voir, toujours dans cette zone de chalandise, le nombre de minutes à parcourir et aujourd'hui, on est capable de chronométrer ce genre de choses aussi en digital, ce qui permet d'être très précis dans des campagnes digitales et de dire: «Bah, voilà, la vraie zone de chalandise, elle est là, sortie de cette zone-là, c'est pas bon» et notamment, à nouveau, je parle dans des réseaux retail où on a des magasins qui pourraient être proches. Ça permet de vraiment faire les choses intelligemment. Ça permet de voir la pénétration au niveau local et ça permet de voir, et ça c'est intéressant, les zones où en effet on voit que le profil client, eh ben, il existe, mais par contre on ne le retrouve pas dans les zones de chalandise. Donc ça permet d'aller vraiment très très loin et derrière ça nous permet de faire quoi? Bah, si on reste sur votre base de données, first party, cet enrichissement permet d'augmenter la valeur de vos clients. Vous avez quelque part plus d'informations. Vous pouvez les multi-équiper. Peut-être que vous allez vous constater que, bah, tel client, il a plutôt tel type de loisir, il a tel type d'activité, il est tel type de banque, tel type de véhicule et donc du coup, on va pouvoir derrière se dire: «Mais tiens, après tout, on n'a jamais pensé à lui mettre en place ce genre de choses». On va pouvoir augmenter la performance de vos campagnes sur vos clients, donc améliorer, quelque part tout ce que vous faites en emailing, ou en marketing relationnel, et puis adapter votre offre en magasin. Alors je pense ce dernier point, il est assez chouette. J'ai eu l'occasion de rencontrer, un gros acteur, je vais le citer, il s'appelle Decathlon. Decathlon, par exemple, pousse la partie data tellement loin qu'aujourd'hui, ils ont un système qui emmagasine le nombre de clubs par type de sport, le nombre de kilomètres de pistes cyclables, le nombre de kilomètres de pistes, pour faire, du running et donc on a tous ces éléments-là qui permettent de faire l'achalandissement du magasin et la structure du magasin et donc on va
déstructurer aussi dans le magasin en disant: «Bah, tiens, tel consommateur, on voit qu'il consomme ça, mais on voit que dans la majorité des paniers, il consomme aussi quelque chose d'un autre rayon. Et on va peut-être le déstructurer». Et donc, il y a tout un travail qui peut être fait grâce à la data. Et puis pour la partie recrutement, et là on rentre beaucoup plus dans le canevas, de ce que nous on fait au niveau de l'agence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recruter des profils moins risqués. On va réduire en fait le nombre de personnes qu'on va toucher et donc du coup, on va avoir un niveau de déperdition qui est beaucoup plus bas. J'en parlerai un peu plus tard. On a une campagne qui s'est faite sur le mois de juin, on commence à avoir les premiers résultats et c'est très drôle parce que le client a commencé par nous dire: «Bon, on a un problème, on a moins de visiteurs sur le site. Par contre, j'ai un autre problème, c'est qu'on a démultiplié très fortement le nombre de ventes et le chiffre d'affaires». Bon, bah, voilà, c'est-à-dire qu'on a fait un focus sur les bons, on a acheté différemment et on s'est basé sur la data. On va pouvoir à nouveau les multi-équiper, aussi relever le potentiel des prospects et développer votre réseau de distribution. Ça, c'est aussi intéressant. Je vois dans les participants qu'il y en a quelques-uns qui ont des réseaux de magasins. Typiquement, c'est ce genre de choses où on va pouvoir dire: «Mais après tout, là, il y a une zone qui est intéressante, on est capable de la reproduire et ça serait intéressant peut-être de penser à un magasin, à cet endroit-là». En termes d'information, l'enrichissement, c'est quoi? C'est qu'on vient avec toute une batterie d'informations, donc un vrai persona. Alors c'est toujours le symptomatique, et d'ailleurs je vais, un tout petit peu plus loin. Typiquement, et on le voit, on a toujours des briefings qui tombent et Jean-Marc, tu le sais aussi bien que moi, on le nombre de clients qui nous disent: «Ah, mon client idéal, c'est celui-là». Ouais, d'accord. Donc il faut faire une campagne pour celui-là. Il y a un annonceur qui est très marrant, moyenne d'âge de ses clients 45 ans qui m'explique: «Moi, je fais énormément de TikTok parce que c'est l'avenir TikTok». Ah ouais, mais sauf que le temps que ton consommateur achète ce genre de produit, on a le temps de voir venir et donc on n'est plus dans la dimension Si tu définir. permets, Christophe, Bien sûr. j'interviens juste une seconde comme tu m'interpellais sur ce sujet. Heu, je me méfie toujours des personas d'ailleurs et ce qui est intéressant avec la data, c'est qu'elle remet du scientifique dans la connaissance et notamment la connaissance du consommateur parce que je me suis rendu compte à l'usage que les personas représentent souvent du wishful thinking comme on dit en anglais, c'est-à-dire, ce à quoi on croit, ce qu'on pense ou ce que l'on voudrait et lorsqu'on analyse les faits objectivement, on se rend compte que le persona, très souvent, est faux. Je me souviens, je ne vais pas les citer, mais tu parlais d'un réseau de magasins, c'était, un réseau de magasins de clients, de vêtements où en fait, on avait comparé leur persona qu'ils nous avaient donné dans le briefing avec une analyse très objective, sur Kantar, où on avait la chance d'avoir le même type d'information et on s'est rendu compte que les 3 personas qu'ils définissaient comme la cible clé étaient tous les 3 faux. Alors que fallait-il faire? Satisfaire le marketing en leur disant: «Ben, on va quand même cibler ces personas-là» ou bien remettre les choses en perspective avec justement une dimension plus scientifique et corriger le tir pour essayer d'aller chercher, les, prospects les plus, qui avaient le plus de potentiel pour eux. Bah, comme on essaie d'être honnête intellectuellement, on a choisi pour la deuxième option. Ouais, Voilà, je voulais juste attirer votre attention sur ce point. Le persona est délicat. ouais et c'est vrai Je te que laisse. et là, c'est vrai que c'est intéressant parce que, comme tu dis, ça devient scientifique et en fait, on est basé sur des choses réelles, et ça peut faire assez mal et donc on a un vrai persona qui se crée avec des éléments intéressants et ce persona, on est capable d'en faire alors de le multiplier en fonction des profils clients, en fonction des produits, en fonction des zones géographiques. On peut aller vraiment très, très loin, on peut même aller à l'échelle d'un magasin et ça nous est arrivé, je vous ferai voir l'exemple plus tard, où en effet, on montre à un magasin que le magasin ne fait pas l'exercice tel qu'il devrait être fait. Alors il dit: «Ouais, j'ai des mauvais chiffres». Bah ouais, tu as des mauvais chiffres parce que regarde, ta clientèle n'est pas la clientèle type de la marque et donc forcément derrière ça marche moins bien. Et donc du coup, en fait, quand on regarde à ça, on est capable aussi de décliner, comme je disais, en fonction des produits et de se dire: «Bah, tiens, tel profil, c'est tel produit, tel profil, c'est tel produit» et donc du coup, on peut faire des campagnes qui sont aussi segmentées en fonction du socio-démo, en fonction de pas mal de critères, de manière à venir avec les bons produits et plutôt que de venir de manière générique en disant: «Eh bah, moi j'ai ça», eh bah, peut-être qu'il faut faire ça. Peut-être que de venir avec des profils qui sont plutôt en ville, qui sont plutôt des classes moyennes avec des plus petits jardins. J'ai un exemple, on peut leur dire, bah, parce que je suis plein dedans dans la réflexion, de dire en aménagement, on va prendre plutôt des petites piscines, des piscines hors sol, des choses simples et faciles d'accès. Alors que quand on va sur des zones plus périurbaines avec des plus grands terrains, plus accessibles et ainsi de suite, on va peut-être travailler autrement. Donc il y a toute une série de choses où on va pouvoir travailler les offres, travailler les produits en fonction des profils.
Bref, vous l'avez compris, ça permet d'identifier, votre cœur de cible, d'anticiper ses comportements, d'adopter une stratégie différenciée, d'augmenter la valeur de vos clients, de conquérir des nouveaux clients, puisqu'en fait, on va pouvoir les définir et les remettre à ce niveau-là, et d'optimiser, la stratégie au niveau marketing local. Alors, quand on est en effet sur des échelles, à l'échelle d'un pays, quand on a quelques points de vente, ça va. Quand on les démultiplie et surtout quand on a un réseau et qui plus est franchisé, alors là, ça devient tout un exercice, en effet, à pouvoir illustrer. Alors Jean-Marc vous parlait tout à l'heure du marketing prédictif. À partir de la data, le marketing prédictif va avoir un grand avantage, qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on est capable, là, d'aller chasser dans vos clients leurs habitudes d'achat, de définir les profils d'achat en fonction des types de produits. J'étais hier dans un domaine viticole, et on discutait par rapport enfin, c'est pas un domaine viticole, pardon, c'est un embouteilleur multidomaine, et je lui disais: «Mais en fonction des produits, on peut faire plein de choses». Et alors le client me dit: «Ah bah tiens, je vais te faire voir mon CRM». Il me montre, il me dit: «Bon, c'est mon profil, c'est ma page». Donc ça veut dire que je peux te faire voir ce que je veux. Et puis ce qui sort en premier, c'est le rosé. Il a beaucoup de vin rosé. Tiens, j'étais étonné, je lui dis: «Tiens, le vin rosé, ah non, non, ça c'est un cas atypique». Je dis: «Bah voilà, là, tu as un exemple type. Ton CRM te montre quelque chose en disant: "Lui, il boit beaucoup de rosé"». Si on fait passer vraiment des data scientists derrière, bah, en effet, on a la capacité d'aller produit par produit, voir la fréquence d'achat, voir, les derniers achats, voir les profils de vin et ainsi de suite. Et donc du coup, plutôt que de bombarder toutes les 2 semaines avec une promo sur tel type de produit, bah, là, on va pouvoir en effet venir avec les produits qui l'intéressent, au moment qui l'intéresse, de manière à optimiser. Ça, c'est le marketing prédictif. On l'a réalisé pour un de nos clients où on a optimisé. Il avait un niveau de rafraîchissement de sa base de données. C'était un loueur de base de données qui était en baisse permanente. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que bah, après 4 contacts, les gens en avaient juste marre parce qu'il envoyait des informations sur est-ce que vous êtes intéressé par ça, par ça, par ça, par ça. Ça partait tellement dans tous les sens. Et donc, on a optimisé en disant, OK, bah, on va remettre ça sous des cycles de vie et des besoins. Celui qui achète une maison, OK, 2 ans plus tard, il est dans l'aménagement de la maison et ainsi de suite. Et on a réoptimisé de cette manière-là la mécanique. On parlait de persona, donc en effet, la data va vous enfin, l'enrichissement de data va vous permettre d'optimiser. Je donne un autre exemple pour une ONG qui nous a on a développé l'année dernière. Le client nous dit: «Mais moi, je fais, en legs fin de vie, donc tout ce qui est, vraiment, donation, fin de vie. À ce moment-là, je fais ça sur des profils 80-85+, à peu près et via des magazines ou des sites, seniors et je vois que j'ai vraiment du mal à générer du monde». Et en fait, on lui a montré en analysant la base de données des gens qui ont demandé de l'information auprès de lui. On parle d'une des plus grosses, ONG du marché. On a vu que, derrière, en fait, les profils, c'était 55-70 ans. Et donc du coup, on a tout recalibré parce que justement, on lui a montré que, bah, les résultats ne pouvaient pas être bons si on ciblait mal. Et donc voilà, donc on a une diminution d'un tiers à peu près du coup au lead. Heu Derrière, autre exemple, c'est qu'on va pouvoir activer de manière plus efficace. Alors là, je vous montre un case qu'on a anonymisé. On a pris une base de données de 22 000 clients, enfin contacts, parce que c'est pas que des clients, c'est des clients et des clients non concrétisés qui sont restés au stade prospect. Et ce qu'on voit derrière, c'est qu'on a pu segmenter complètement tous les profils et confronter. Alors, les profils pleins, ce sont les profils du client, les profils vides, ce sont les profils de la population. Et donc, on voit qu'il est surreprésenté, en l'occurrence, sur le segment ici F, G, H et I, et que donc, du coup, ça, c'est le profil type à l'échelle nationale. Si on le descend, donc du coup, on a pu faire un persona qui était beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu, pardon. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'on est descendu, bah, sur différents profils de magasins et on a pu affiner le ciblage local. Donc par exemple, on voit que certains magasins, bah, l'exemple que je vous donnais, bah, tout simplement, ils n'étaient pas sur les bonnes cibles. Et donc ils étaient sur des cibles, ils voulaient absolument faire, alors en l'occurrence, ça c'était une stratégie TikTok, pour un client qui n'a pas du tout un profil, heu, consommateur TikTok, en tout cas pour acheter, les produits, cités. Et donc du coup, là, on voit très bien que, bah, il était tout simplement en train d'exploser le volume local, mais que forcément ces gens, bah, n'avaient pas les moyens de se payer réellement le produit et ne correspondaient pas au profil national. Donc on peut réajuster à l'échelle du magasin. Autre exemple, ici, on avait une sous-représentation, donc on voit que le client était déjà bien installé, mais que le vrai potentiel, il était ailleurs et que au niveau de la population locale, il a tout un potentiel sur lequel on peut travailler. Et donc ça permet vraiment
vraiment de faire tout un travail local. Ça permet de devenir scientifique aussi sur la manière de faire la communication, puisque là, grâce à la data, on a pu dire, bah voilà, ça, c'est les profils types et voilà leur consommation média. Voilà les médias dans lesquels on doit diffuser, à quelle échelle et comment. Bref, c'est le fameux exemple que je vous citais. On est à moins 17% de trafic sur le site internet, mais plus 16% d'opérations et plus 40% de chiffre d'affaires. Je pense que c'est le plus important, c'est cette partie-là, 40%. Alors oui, le premier attire l'œil, mais au final, bah, peut-être qu'il vaut mieux acheter quelque chose qui ramène de l'argent plutôt que d'acheter pour dire je fais du volume. Dernier élément, enfin 2 derniers éléments, c'est que ça nous permet d'optimiser au niveau créatif. Alors là, c'est plus d'autres départements chez nous, mais en effet, quand on vient et qu'on leur donne des vrais insights, qu'on leur donne des vrais éléments, qu'on leur donne des statistiques, qu'on leur donne du contenu, bah, derrière la création est forcément plus juste. On permet d'arriver à des choses beaucoup plus pointues et d'autant plus aujourd'hui grâce à l'IA, typiquement, bah, on a un niveau de personnalisation et Jean-Marc en parlait, qui va nous permettre d'être au plus près, des consommateurs et de réellement segmenter. On peut créer X audience en digital et faire en sorte que les visuels, eh ben, correspondent à la cible et soient dans le style de la cible. Et le dernier, bien sûr, c'est l'aspect média. C'est ce à quoi ça va servir le plus. C'est-à-dire qu'on peut transformer la data et l'utiliser pour en transformer quelque chose au niveau média et monitorer derrière. Alors, je reviens juste sur cette partie-là. Chaque élément va nous permettre en effet de dire, bah, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. On est capable du coup de le rentrer dans beaucoup d'outils. Ça peut être des third party data, ça peut être des clean rooms avec certains médias. Je pense typiquement à des grands médias qui ont eux-mêmes leur propre base de données d'utilisateurs, que ce soit sur leur site internet, que ce soit dans leur utilisation de la télé. On va pouvoir vraiment faire un matching et du coup faire aussi du lookalike intelligent. C'est-à-dire que là, on ne va pas faire tourner des algorithmes d'une black box type méta. On va vraiment venir en disant, OK, on a sorti ce profil-là, qui correspond dans ces profils. Et donc, dernier point, bah, comme Jean-Marc disait, aujourd'hui, on a des outils jusque sur le point de vente, avec une capacité à 1 mètre près de dire, bah oui, en effet, les gens viennent de par ces campagnes-là, ce qui nous permet de chiffrer et d'analyser derrière les différents éléments. Voilà pour la partie comment? Enrichissement. J'ai le même défaut que Jean-Marc, je parle relativement vite et débite beaucoup de choses puisque, bah, pour moi, c'est presque du quotidien et c'est un plaisir de jouer avec ce genre de jouet. Donc si vous avez des questions, même principe que Jean-Marc, n'hésitez pas à nous les poser, dans le chat et avec plaisir pour y répondre.